Eh, vous entendez, il y a du bruit. On est dehors, ça y est, on est dehors. T'as même retiré la bonnette pour ça, quoi. Non, j'ai pas mis la bonnette, mais ça va. Il y a des conversations. J'ai de la chance, il n'y a pas de vent. Il y a des rires. Il y a des rires, il y a des bagnoles qui passent, c'est incroyable. Bon allez, on va se mettre... Mais tu vois, c'est vraiment quand tu perds les choses que tu te rends compte que tu les apprécies avant. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui déconfine les films à la sortie. Ah, je me suis pris une vague d'enthousiasme dans la gueule, là je m'y attendais pas. On est super contents. Alors si vous nous avez découvert avec les hauts shows où on parlait de films confinés chez nous en ligne, là on reprend le format classique où on va voir un film et on le débriefe à chaud en sortant de la salle, juste 5 minutes, enfin le temps de trouver une petite place un peu calme, juste après avoir vu le film. Des fois c'est juste à la sortie avec les portes battantes, bon là il n'y en avait pas, donc voilà. Quoique avec la température qui règne, je crois qu'on est encore dans les hauts chauds. Ouais, il fait 30 degrés à Paris, voire même plus. Il fait un peu chaud, Un peu. Ça reste dans le thème de l'émission, hein. Toujours. Avec moi, vous avez entendu l'équipe de Claque, toujours au taquet. Notre homme de joie à nous, Thierry. Bonjour, la joie. Ah merde, c'est par rapport à Fille de joie, non mais oh. Il vient de comprendre. Quant à elle, son ombre plane sur l'émission. Enfin, c'est plutôt l'ombre de son rire, hein. Il y a ça. Salut. J'en sortirai jamais de ce truc, c'est ouf. Non mais... Vous ferez comment quand je serai plus là? Vous allez recycler mes rires? On aura des rires enregistrés, on sera une sitcom américaine. On sera une série AB Productions. Ça se vendra jamais avec mes rires, hein, laisse tomber. Sur les blagues ultra grasses, quoi. Que sur les pires blagues. Les filles d'à côté. D'accord, donc juste dire les filles d'à côté fait rire, il y a ça. Voilà où on en est, hein, je veux dire. Voilà, donc commencer avec cet épisode-là. Donc voilà, le personnage est planté, voilà, on est bien. Bon, on reprend l'émission. On est sorti, ça y est, on est déconfiné. Donc les films ont ouvert. Les films ont ouvert. Oui, les films ont ouvert parce que les cinémas ont ouvert. Exactement. Voilà, avec tous ces rires, on est perdu, on est complètement perdu. C'est l'émotion. C'est le festival, toute cette pression. T'as pas le droit. Vas-y. Oui, parce qu'il y a aussi des festivals qui ont été annulés. Donc Thierry est triste. Non, moi je pensais juste à la Cité de la Peur, il y avait pas de... c'est pour ça que je disais t'as pas le droit. On a toujours le droit de citer la Cité de la Peur. Alors, cette semaine, les salles ont réouvert et donc il y a des nouveaux films qui vont arriver. Il y a aussi d'anciens films, vous savez, vous vous souvenez, il y a 15 semaines, quand on parlait de La Bonne Épouse, Radioactive. On se rappelle surtout de La Bonne Épouse, hein, qu'on vous conseillera jamais assez. D'ailleurs, on pourrait limite remettre la pastille, parce que allez-y, allez voir La Bonne Épouse, c'est le film de la semaine, toujours. Ces films-là sont quand même ceux d'avant sont encore... Ils ont ressorti Sonic. Oui, voilà, bon, il y a encore des trucs... Et du Kobu 3. Voilà, bon, bref, il n'y a pas que des super trucs non plus à l'affiche, mais il y a aussi des nouveaux films. Et parmi les nouveautés cette semaine, nous sommes allés voir Fille de joie. L'ombre de Staline. Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché. C'est un beau programme, bien varié d'ailleurs. Du drame, de l'aventure journalisme espionnage et du doc. C'est merveilleux. Et en plus, on a voyagé dans Paris. Et on va tout de suite au Lincoln, cette fois-ci, sur les Champs-Élysées. Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 € la demi-heure, 130 les 3/4 d'heure. Plus vite. T'étais où la nuit dernière? Toi, t'étais où? Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics. Moi, j'ai des rêves, ok? Moi, j'ai toute la vie devant moi. Allez, on a voulu commencer par quelque chose de joyeux. Il y avait joie dans le titre, on s'est dit bon bah... Ouais, c'est un peu ça. Ça va être joie d'être là. Le trio est là. Avec moi Thierry. Enfin, je sais pas, moi quand tu dis le trio, je pensais au trio d'actrices, donc du coup dans ta tête je suis laquelle là, parce que bon c'est... Je sais pas, à chaque fois j'ai droit à une comparaison maintenant avec des acteurs connus, je me suis dit pourquoi pas passer aux actrices, ça me dérange absolument pas, mais laquelle des trois quand même, s'il te plaît.
Choisis bien. Montre-moi tes fesses. Non, tu seras l'autre, ok. Tu es ce... Ah ouais, t'as plus de poitrine, tu seras Naomi Lovski. Ah, c'est parfait. Mon royaume pour être Naomi Lovski, toujours. C'est un peu la maman Du de coup, l'équipe. ça nous laisse pas beaucoup de place hein, pour toi. Bah, toi, t'es l'africaine, donc c'est bon, c'est réglé. Non mais c'est bon, je prends. C'est bon. Bon, et moi, il va falloir que je me mette à gueuler. Donc, du coup, ouais, mes fesses, ça va. Ok, je serai Sarah Forestier. Va faire des squats, Voilà, c'est bon, c'est fait. Elle est classe, hein, cette intro, on va peut-être la refaire. Non, on va pas la refaire. Non, on va assumer ça jusqu'au bout. C'est vraiment terrible. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on reprend, on est sérieux. Fille de joie de Frédéric Fontaine et Anne Polichevich. Film franco-belge. L'histoire de trois prostituées incarnées, comme nous l'avons dit dans notre commentaire douteux. Oui, monsieur, je sais, ça vous a scandalisé. Lui, scandalisé, tu vois. Le commentaire. Oh là là là, non. Nous suivons Sarah Forestier, Noémie Lovski et Annabelle Langron qui jouent Axel Dominique et Conso, toutes les trois prostituées qui traversent la frontière belge pour travailler dans une maison close, puisque là-bas c'est légal. Et on va suivre leur quotidien, leurs péripéties, leurs soucis, gérer les gosses, l'amour, la famille. C'est difficile, et ce métier à côté. Jusqu'à ce que un jour leur destin soit lié. Alors ça c'est le synopsis qui dit ça. Franchement c'est pas super exploité. Pardon mais... Oui, leur destin est déjà lié, elles bossent dans la même maison close, donc pas par défaut, mais elles sont du coup assez proches. Et en plus elles y vont ensemble, vu qu'il y en a deux qui sont voisines et l'autre qui a la voiture, donc elles sont déjà liées en fait, il n'y a pas de besoin d'un coup du destin quoi. Absolument pas. Aïe aïe aïe. Bah, du coup, film d'1h30. Non, ça va, je les ai pas trop sentis passer, ça va. Pour commencer, moi je trouve que c'est pas un méga départ de la folie. On nous dit 1h30 avec Sarah Forestier, donc on s'attend à voir Sarah Forestier qui gueule pendant 1 heure. Est-ce que c'est ça qui se passe ? Moi c'est pas tant l'image que j'ai de Sarah Forestier, parce que que je l'ai connue avec le nom des gens, c'est vrai qu'elle est très vénère dedans. Mais non, Sarah Forestier est fantastique dans ses rôles. C'est vrai qu'après elle se cantonne à des rôles souvent très sociaux, très sociétaux, très rebelles. Donc forcément oui, ça gueule quoi. Après moi c'était plus, j'avais envie de passer 1h30 à côté de Noémie Lovski, c'est pour ça que j'étais content du parallèle. D'ailleurs il s'en est passé des choses, parce que moi je me souviens pendant le confinement je l'ai vu en bonne sœur. C'est vrai que tu l'as vu en bonne somme. Il y a un côté, là il y a le côté, on retrouve la maman toute douce, mais t'as un côté quand elle devient rigide, tu te calmes. C'est voilà. Je surkiffe cette nana, c'est une des meilleures actrices françaises et je suis toujours très content de la voir. Et là ça fait pas exception. J'ai pas spécialement aimé le film, on va y venir, mais je trouve que le trio d'actrices est excellent. Et ça m'agace justement que le trio d'actrices soit aussi bon pour un résultat aussi catastrophique en fait, c'est le terme, parce que le sujet est génial et le traitement est pas fou quoi. Oui, le film est porté par ces actrices, n'est-ce pas ? Mais pas servi par le montage, ça c'est encore autre chose. Il y a ça. J'aurais pas dit catastrophique, j'aurais dit moyen. Franchement moyen. Disons que il a beaucoup de défauts. Mais justement, les actrices rattrapent suffisamment ça. Du coup, ça m'a quand même happé un petit moment. Non, c'était pas si catastrophique que ça. C'est vrai qu'il y avait des problèmes de montage. Il y avait des ellipses ou même des flashbacks, des sortes de flashbacks qu'on comprenait pas. Enfin, la première fois, j'avais pas vraiment compris qu'on revenait en arrière, quoi. Après, c'est quand même un film qui a le mérite de montrer quand même la prostitution. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de références là-dedans, donc c'est quand même quelque chose qui le montre à la fois de manière crue et à la fois qui montre qu'il y a quand même de l'humanité là-dedans aussi. Parce qu'on voit justement le trio qui est assez soudé, qui se lance des vacheries mais qui s'aime quand même. On montre justement, l'un des bons côtés justement, c'est qu'on ne montre pas que ça, donc on montre un petit peu les autres trames familiales, enfin tout ce qui les entoure. C'est pas leur activité principale, donc on arrive à suivre un petit peu, ça les humanise vachement justement. Du coup ça m'a fait plaisir justement. Je me suis sentie, au bout d'un moment, je me suis sentie investie vraiment dans leur histoire. Bon, c'est vrai que pendant les 2/3 du film, je suis investie mais pas totalement. Le dernier tiers quand même, enfin les 2-3 dernières scènes,
Ça m'a foutu une claque. Hein. C'était violent. Je sais pas si on peut en parler, mais c'était vachement violent. Et le résultat était très satisfaisant. Ah, on a des petits chiens et tout. Alors, on n'ira pas. Alors, C'est pour adoucir un petit peu. alors, il y a Nous les chiens aussi qui sort cette semaine. Alors, on en a déjà parlé pendant le festival du film coréen. Non, alors moi, je vous rejoins tous les deux. En fait, il y a un problème de narration. Mais gros problème de narration. C'est-à-dire qu'on a des actrices qui sont impeccables, qui sont super dans leur rôle. On a un sujet en béton, des prostituées qui traversent la frontière pour aller bosser en tant que des prostituées. Donc déjà, cet univers des maisons closes, c'est intéressant. Ça fait un film en soi déjà tout seul. En plus, elles ont leur vie à elles, donc déjà c'est un film en soi. Et c'est un montage qui fait des choix. Et alors, j'ai pas compris les choix. J'ai l'impression qu'ils sont pas assumés jusqu'au bout. Ou bien alors c'est des trucs qu'on a trop vus et qui gonflent artificiellement l'intérêt et qui nous mettent qui essayent de mettre un enjeu là où il n'y en a pas. Le coup du flash forward, ou du flashback, parce que là, on sait plus où on en est, mais nous mettre une scène de nuit avec des... C'est la première scène du film, donc c'est pas où elles enterrent quelqu'un sur un chantier de nuit pour te dire, hey, reste à la fin, parce que tu vas voir, il va y avoir un truc. Ouais, en fait, mais... Cette scène, au final. En fait, au final, tu la zappes cette scène très rapidement, puisque tout le climat est différent. Moi aussi, je l'avais complètement oublié. C'est une fois que l'un des protagonistes commence à être pesant, disons. C'est maintenant que vous venez de dire ça que je viens de me rappeler que la scène existait. Ouais. Bon, pour te dire quoi. Non, mais c'est ça, il y a même... à un moment, au début du film, il y a une tentative de montage alterné. Enfin, de montage alterné, non. Il y a une tentative de voir la même journée sous plusieurs points de vue. Alors, on le voit sous 2 points de vue. Et on se dit, bon, elles sont 3. Et en fait, on continue. Mais du coup, on ne sait plus si on est avant ou après. Oui, c'est ça. Le souci, c'est ça, c'est que ça essaie de dresser 3 portraits sur la même temporalité. Le problème, c'est que chaque arc aura une durée différente. Donc, il commence au même moment, mais il a pas les mêmes. Enfin, il commence au même moment, même pas finalement, parce que tu as l'arc de la 3e autour de Annabelle Langron qui commence un peu avant du coup. Puisque quand elles vont la chercher, qu'elles sont dans la voiture, elle est déjà en train de faire un truc de son côté. Donc, du coup, ça se passe avant. Donc, on essaie de te montrer qu'il y a un point de raccordement, mais qui est pas tant un point de raccordement que ça, puisque c'est pas un événement marquant à part le fait qu'elle se retrouve dans la voiture pour partir. Et c'est vrai que ça pose un souci. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment dérangé, alors je comprends, et c'est assez nécessaire comme format, mais c'est un format qui en fait accentue à mort le misérabilisme du film en fait. Et j'ai trouvé que c'était très 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 misérabiliste. Alors en même temps, oui, ça te montre que ces nanas, elles en chient et que si elles font ce genre de métier, c'est pas non plus par conviction, c'est pas par choix tant que ça, c'est que elles ont pas justement le choix et qu'il faut qu'elles subsistent. Il y en a une, de toute façon, c'est des nanas qui viennent du Nord, un endroit où il y a beaucoup de précarité, il y a pas de métier. Je veux dire, tu vois, l'arc de Noémie Lvovsky, son mari a peut-être pas de boulot non plus, elle est obligée de subsister pour ses gamins. C'est pas précisé, mais elles sont dans des tours HLM, donc sauf l'une qui est dans un petit pavillon, mais elle a plus de... Ouais, bien sûr, mais bon, on sait pertinemment que c'est quand même des régions qui sont pas non plus les plus riches de France, quoi. Mais dans le sud, ça doit pas être non plus... Oui, non, bien sûr, mais en tout cas, oui, non. Dans le sud non plus, mais en tout cas, dans cette région-là, on se doute de commencer, et si tes nanas sont obligés de passer la frontière pour se prostituer, c'est pas pour rien. Donc oui, c'est bien de nous dresser ces portraits, mais c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu, moi je trouve, de moments où j'arrivais à souffler. J'avais l'impression qu'avec le format 4/3, avec les teintres qui sont toujours grisâtres, qui sont toujours à te tabasser la gueule, entre tu vois des jeunes qui limite montreraient leur top dans la rue aux nanas dès qu'ils les croisent, ça t'accentue, ouais, on est dans un climat de merde, et c'est comme ça, et c'est horrible, et c'est des nanas qui galèrent. D'accord, mais... laissez-nous souffler un peu. Il y a un moment où j'étais ravi justement de me dire qu'il y a quand même des choses qu'elles arrivent à tirer de ce métier, des petites satisfactions. C'est le passage du bain. On a un passage où on a donc du coup le versage de Do, qui est la maman, donc Noémie Lvovsky toujours, qui est avec un de ses clients qui du coup ne la touche plus parce qu'il peut plus la toucher. Et elle partage juste un bain avec lui, et lui voilà, et elle lui rappelle ce que c'était que d'être avec sa femme, et il est content de partager un moment avec elle. Et j'étais là. Ça, c'est des aspects qu'on ne montre pas. Et c'est vrai que si ça avait voulu être misérabiliste à souhait, on aurait montré que les clients toxiques, que les clients horribles. Donc c'est bien qu'on nous ait montré ça aussi. Mais je trouve que ça contrebalançait peut-être pas assez. La preuve, sa vie familiale avec son mari, avec qui ça a l'air de pas si mal se passer que ça, on te le montre à peine et à la fin. C'est dommage. Et tout, en fait, c'est... toutes, elles sont enfoncées dans leur misère, quoi. Et même, par exemple, je sais pas, le passage de Sarah Forestier qui essaie de subsister pour ses gosses, montrez-nous des passages où elle est ultra heureuse avec ses gamins. On voit une scène comme ça, et elle est pas assez appuyée pour moi. Donc j'ai trouvé que ça accentuait beaucoup trop le truc sans contrebalancer, parce qu'au final t'as envie de te dire qu'est-ce qui fait que ces personnages ne se suicident pas en fait. T'as l'impression que le film est en train de te dire ça. Oui, d'autant qu'en plus il y a un moment où on sait pas, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin à plusieurs moments, si ça n'a pas été fait, quoi. On n'est pas loin à plusieurs moments et pour plusieurs persos, ouais, mais... Ouais. C'est un film qui a une ambiance extrêmement anxiogène.
que ce soit la position sociale dans laquelle on les montre, le métier le deuxième métier qu'elles pratiquent, ou les liens qu'elles ont avec leur famille, en fait, il n'y a pas vraiment de moment de bonheur. Comme tu parlais du personnage d'Alexia, elle est heureuse, enfin, elle rigole un petit peu, mais c'est vraiment au tout début du film, quoi. Et après, c'est vrai qu'avec ses enfants, par exemple, on le voit pas. Pareil avec les autres personnages, c'est toujours galère sur galère, quoi. Les seuls moments, justement, où elles rigolent, où elles s'amusent un petit peu, etc., c'est quand elles sont ensemble. Et non pas quand elles sont avec leur famille. Donc en fait, c'est leur bouffée d'oxygène finalement. À la fois, ça reste de la prostitution et qu'elles n'ont pas vraiment le choix de la pratiquer. Et à la fois, c'est quand même, ça reste l'exutoire qu'elles ont trouvé, quoi, pour respirer, pour s'évader un petit peu de la vie qu'elles ont. Moi aussi, mon seul moment de bonheur, c'est quand on simule nos cris d'extase en regardant Plus belle la vie et en caressant le chien en attendant le prochain film. Ce passage est génial quand même, cela dit. Enfin, je veux dire, il y a quand même des plans fixes sur les actrices qui simulent les oreilles. C'est génial. Non, c'est super. Prenez-en de la graine, les gars. C'est des prestations, tu sens qu'elles sont ultra entières, quoi. C'est là que je me disais, c'est là que tu te dis que les actrices sont fantastiques dans ce film parce que c'est pas des partitions simples, quoi. Il y a même le passage au début où ils sont en train de parler de leur gosse et du fait qu'elles se rendent compte que si elles se cassent pas de cette région, leurs gamines vont devenir des putes parce que les mecs vont tout faire pour ça, et qu'elles bataillent, qu'elles répètent 50 fois le mot ma fille est pas un steak haché. Alors t'es là, tu fais putain, le dialogue il est chaud à porter, mais ça rapporte aussi, elle t'a de la conviction dans le regard. Tu crois vraiment qu'elle est en train de te gueuler ma vie sera pas un steak haché, et même si elle te le répète 50 fois en 2 minutes, ouais, ça passe, quoi. Moi j'avais l'impression d'être dans Striptease, tu sais, les documentaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que la réplique est drôle, tu vois, mais j'avais pas envie de rire parce que vraiment, elle le disait vraiment avec conviction et j'étais là, oui, je ressentais vraiment ce qu'elle voulait transmettre. Je riais à moitié, quoi. Dernier mot pour la route ? Non ? C'est Personne ? marrant parce que j'étais parti, t'as vu, négatif, et finalement ça va. Ah, finalement ça C'est va. un peu mieux. Non, mais non, je reste quand même assez mitigé du ressenti. Mais... Non. Je trouve que par rapport à mes attentes, oui. Mais bon, oui, non, en effet. Moi, je n'attendais rien, du coup, je pouvais pas être déçu. Enfin, quoi. Il faut arrêter d'attendre des choses, des fois, des films. Hein. C'est vrai que C'est pas vrai, remarque, j'ai vu Artemis Fowl, donc... T'attendais quelque chose à ta mission ? Non, et j'ai été déçu quand même. Ah oui, d'accord. C'était notre avis sur Fille de joie, avis un peu mitigé quand même. On espère que les prochains films cette semaine seront plus à même de nous enjoyer. Voilà. Here's the agenda now. You call truth an agenda. Yes, but whose truth? What's being done here will transform mankind. We cannot let Stalin get away with this. What do you expect me to do exactly? The Soviet Union is not the workers' paradise that was promised. Stalin is not the man who you think he is. Are you saying there's no hope? Alors on a déménagé, on a quitté les Champs-Élysées pour aller de l'autre côté, pour aller au Luxembourg, le parc du Luxembourg et même le cinéma, les Trois Luxembourg, voilà. Oui, on voyage dans Paris cette semaine, voilà, on fait les petits cinémas. L'ombre de Staline, Mr. Jones en VO, film d'Agnieszka Holland avec James Norton dans le rôle de Gareth Jones, journaliste intrépide dans les années 30 qui a réussi à interviewer Hitler, c'est pas rien, et qui vise l'interview de Staline. Ça, c'est de l'ambition. Arrivé sur Moscou, il va s'apercevoir que quelque chose cloche et qu'il y a peut-être quelque chose à aller gratter du côté de l'Ukraine. C'est lui qui va révéler une terrible famine qui a duré de 1931 à 1933, famine organisée par l'Union soviétique et qu'on appelle Holodomor en Ukraine, une famine qui a fait près de 7 millions de morts parmi les soviétiques, 4 millions rien qu'en Ukraine, et que évidemment l'URSS de Staline s'est bien empressé de cacher. Et cette histoire, vous la connaissez sûrement, enfin, elle a été retranscrite par George Orwell, qui s'est inspiré de cette histoire pour écrire La ferme des animaux.
Film d'aventure, film d'espionnage, film de journalisme. En ce moment, on mêle un peu tout, hein, en ce moment. Et je suis avec une journaliste aussi, il y a ça. En devenir. Coucou. Ce film semble t'avoir laissé sur ta faim, il y a ça. Too soon. En fait, c'est un film que j'ai plutôt pas mal apprécié. Le rythme est soutenu, on s'ennuie pas trop. L'histoire, c'est vrai que la famine en URSS, c'est pas un sujet que je connais particulièrement. Donc j'ai découvert pas mal de choses. On suit ce monsieur Jones qui a une vraie âme de journaliste, quoi, tel qu'on aimerait qu'ils soient tous, qui cherche pas une vérité mais la vérité et qui est prêt absolument à tout, à mettre tout en péril pour la dévoiler aux gens. Déjà, ce qui fait qu'on est très vite investi parce que le personnage est convaincu et convaincant en fait. Donc tout de suite, on est porté en fait par sa détermination. Donc on a envie de voir ce qui se passe. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui, justement, on est en pleine URSS. C'est l'âge fort du communisme stalinien et c'est absolument effroyable. C'est-à-dire qu'on est confronté à la fois à un roman, à une histoire d'aventure de quelqu'un qui va aller, c'est une exploration, il va aller chercher la vérité, etc. Et à la fois on est confronté à une réalité crue qui m'a fait absolument froid dans le dos. Voilà. Disons que le film m'a laissé, pas sur ma faim, mais disons que m'a laissé un petit peu un goût amer. Voilà. Donc une histoire qui coupe la fin, effectivement, parce que alors on a tout le passage, ça, il y a plusieurs parties. Il y a le passage où il veut aller à Moscou, le passage où il est à Moscou, où on s'aperçoit qu'on lui tourne autour, il y a quelqu'un qui le surveille. On est au début de ça, et on n'a pas trop l'impression qu'il s'en aperçoit. Mais il y a ceux qui sont sur place, voilà, il y a une propagande qui te dit que non, tout va bien. Même les journalistes sur place, les correspondants te disent tout va bien, t'inquiète pas. Alors est-ce qu'ils sont sincères ou est-ce qu'on les fait chanter ? En fait, c'est ça, c'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on a suffisamment de recul pour savoir qu'il y a une couille dans le potage. On sait que, voilà, c'est-à-dire que lui, il est suffisamment intelligent pour voir qu'il y a les chiffres qui ne correspondent pas. Et à la fois, il est super naïf, en fait, de la situation dans laquelle il va s'embourber. Ce qui est très drôle, c'est que alors du coup, à un moment, il réussit à fausser, donc il réussit à truander pour se faire envoyer en Ukraine, parce que sinon, en tant que journaliste, il doit rester à Moscou. Il n'a pas le droit. Mais comme il a bossé pour un politique, il se fait passer pour diplomate. Enfin bref, il arrive à truander, il va en Ukraine, il arrive à fausser compagnie à ses surveillants. Et par contre, il se fait gauler chaque fois parce qu'il va poser la question à quelqu'un qui le prend pour un espion. Ce qui est pas loin, ce qui est pas très très loin. Et du coup, il se fait tomber dessus, il est obligé de courir parce que chaque fois, il tombe sur les mauvaises personnes. Il y a toujours des espions partout. Il y a toujours des espions partout parce que les gens ont faim. Et voilà, c'est la carotte et le bâton, quoi. C'est-à-dire que vous nous donnez des renseignements, vous aurez de quoi manger. Et les gens, ils s'en fichent, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui les titille un petit peu, qui trouve un petit peu suspect, ils vont aller cafeter parce que c'est potentiellement une miche de pain qu'ils vont avoir sur la table le soir, quoi. Ouais, d'ailleurs, moi, je trouve que ce passage justement en Ukraine, où il traverse le pays en famine, j'ai trouvé ça formidable. J'ai été pris avec le personnage Tina Lardur. J'étais pareil horrifié parce que je trouve qu'il y a des effets qui marchent bien. Déjà, la première situation où tu t'aperçois qu'il y a de la famille quand il est dans ce wagon, qu'il est en train de bouffer son orange, que tout le wagon le regarde. Et qu'il se rend pas compte tout de suite, c'est ça, c'est qu'en fait il est tellement pas déconnecté, mais je dirais qu'il est tellement pas au courant de l'ampleur et de la profondeur de ce qui se passe qu'en fait il épluche son orange, il l'ouvre en quartier, il mange un premier quartier et en jetant les peaux de l'orange, les gens se jettent dessus pour manger la peau d'orange. Et c'est là, en fait, c'est la première fois où il ouvre réellement les yeux et il comprend pas, quoi. Puis tu as un petit enfant qui vient se poster devant lui, puis il lui donne l'orange et tu vois l'enfant qui va aller manger l'orange, partager l'orange. Moi, franchement, je m'y attendais. Tu vois, il monte dans ce train, dans ce wagon où d'ailleurs... c'est vachement bien montré parce que tout est gris, la lumière est vraiment plate, il y a un silence pratiquement de mort. Le seul bruit, c'est le bruit des rails.
Et il n'y a que l'orange qui sort du décor. Que l'orange justement qui tranche avec cette luminosité. Et du coup, en fait, lui, il est dans sa petite bulle de voilà, je vais faire ma petite enquête, puis ça va avancer petit à petit, etc. Et je pense qu'il s'attendait vraiment pas à être confronté à ça immédiatement, quoi. Et nous non plus. Mais autant j'ai été fasciné par justement cette scène d'aventure, carrément, autant je trouve que le reste du film, c'est assez classique. C'est très classique. On a Vanessa Kirby qui joue le Love Interest, qui est une journaliste installée qui bosse pour le journaliste collabo, on va dire ça. Pour le coup, le Love Interest, ça va, je veux dire, il y a une moitié de bisous à un moment donné, et encore, c'est quand il s'en va, donc, on sent il y a peut-être la naissance de quelque chose, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus l'un des axes principaux du film, donc ça peut passer, quoi. Mais bon, elle n'a pas non plus un rôle prépondérant dans le déroulement de l'intrigue. Mais après, ce que je trouve aussi quand tu dis le reste de l'intrigue est classique, j'ai envie de te dire pour quelque chose, pour un sujet comme ça, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre, tu vois, à part un Captain America qui trancherait complètement, tu vois. Ça me paraît plutôt normal comme déroulement. Ça m'a pas dérangé plus que ça, justement, que ça suive un cheminement assez classique pour ce genre de film. Donc mitigé, L'ombre de Staline. Mitigé plutôt bien. Mitigé plutôt bien. Faites-vous votre avis, voyez-le de vos propres yeux. Voilà. Sur les yeux quand même un petit peu, à un moment donné. Faut avoir le cœur bien accroché. Par contre, c'est un film qui va pas faire du bien à la presse, parce que c'était une époque où c'était parole contre parole, donc il dit un truc, il est discrédité par un autre. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est bien différent aujourd'hui ? Je veux dire, disons que c'est peut-être plus parole contre parole, mais c'est ego contre ego maintenant. Image contre image. Voilà, c'est ça. C'est une dynamique qui a évolué dans le médium, mais dans le fond reste similaire, pour moi, en tout cas. Il prépare une connerie depuis tout à l'heure, il nous écoute, il nous regarde, c'est Thierry qui vient nous rejoindre, il nous a rejoint juste après le film. Voilà, fallait que tu le mettes au moment où tu disais où on était en fait. J'allais chanter du Jodassin. Le jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'y étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent. Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études. Et des professeurs qui... Non, c'est pas l'athée indien. C'est pas le même, c'est pas le même. Mais c'est encore un morceau où il parle avant et après c'est encore un jour sans amour. Le Luxembourg a vieilli. Waouh. Et la chanson aussi. Moi j'aime bien Jodassin. Mais oui, c'est bien Jodassin. Oui. Le petit pain au chocolat. Mais c'est vrai, t'as raison, t'as l'impression qu'il aspire l'air en même temps qu'il le sort, tu vois. L'Amérique. Oui. Bon, on va chanter sur le chemin du prochain film. Bon, on a 50 mètres à faire, on va à la Filmothèque du quartier latin, c'est ça. Et on remonte encore dans le temps. Have you ever heard of Alice Guy Blaché? I'm a filmmaker. I've never even heard of that. I'd heard of her no, I'd never heard of her. 1895. The Lumières present the first public demonstration of their new invention, the cinématographe, the first reliable method to project motion pictures. Among those invited, a young secretary. She thought, why not use film to tell stories? Je sais pas si on entend le fond sonore, on a un peu de jazz, voilà, on se balade dans le 6e. Dans le 5e, pardon. Pardon, la Sorbonne c'est le 5e, excusez-moi, pardon. On se balade dans le 5e, il y a du jazz. Petite contrebasse. Quelqu'un a vu traîner la caméra d'Woody Allen par ici? Non? C'est bon? On est cool, il y a du jazz, on est naturel. Ça tombe bien. Be natural. L'histoire cachée d'Alice Guy Blaché. The Untold Story of Alice Guy Blaché. Alice Guy Blaché, documentaire de Pamela B. Green avec Jodie Foster en narratrice et productrice aussi au passage. Mais qui est donc Alice Guy Blaché?
Guy Blaché, c'est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma qui réalisait les premiers films de Gaumont. Et ouais, on lui attribue je ne sais combien de films. Alors, on a retrouvé 200 films dans le documentaire, mais on lui attribue 1000 films à peu près. Après, faut dire qu'à l'époque, les films, c'était des courts-métrages. Bien sûr, mais bon, quand même. Ouais, non, mais c'est quand même fou. C'est quand même beaucoup de mise en place. Oui, et donc oui, elle n'était pas que réalisatrice, elle était scénariste, productrice. Plus que réalisatrice, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que, j'ai même envie de te dire, c'est même pas la première femme réalisatrice, c'est peut-être la première réelle metteur en scène tout court, puisque ce qu'ils expliquent, c'est que c'est limite elle qui a eu l'idée en premier de ne pas filmer juste des documents d'archives, des documents d'histoire, mais de raconter des histoires en fait. Son premier film, c'est La Fée aux choux, donc en 96. Alors il y avait 1896. 1896. L'année d'avant, il y avait L'arroseur arrosé. Donc on peut pas vraiment dire que c'est la première réalisatrice de fiction. Par contre, La Fée aux choux, on peut l'attribuer à du fantastique. Et donc on peut dire que c'est la première réalisatrice de SF. Voilà. Pas de SF, de fantastique. Putain, mais c'est ça, tu fais Méliès est important, mais Alice Guy Blaché, merde. Et elle a réalisé La Passion du Christ, ce qui fait qu'elle a fait un des premiers péplums en fait. Donc oui, elle est pionnière sur énormément de pans du cinéma. Prends ça, Mel Gibson, exactement. Voilà, la Passion sauvage, j'ose même pas imaginer le nombre de fois où ça a été filmé. Mais oui, et puis même quand tu vois ces films, du coup, elle faisait partie. Bon, alors ça, c'était la branche Méliès aussi, mais d'un autre côté, ça devait être assez courant à l'époque. Elle faisait partie des gens qui colorisaient les films, donc du coup, en dessinant directement sur la bobine, ce qui est un travail de fou, parce que pour une seconde, t'as beaucoup d'images à. Je crois pas que ça soit elle personnellement qui dessine sur la bobine. En tout cas, c'était des choses. Et il disait qu'elle avait aussi fait des tests de post-synchro. Et que du coup, pareil, ces films étaient les premiers à proposer de la post-synchro avec les pistes enregistrées à côté. C'est quand même assez fou aussi, quoi. Oui, elle était pionnière, mais c'était à l'époque, on était au balbutiement du cinéma, donc on testait des nouvelles techniques. Et donc, elle a travaillé sur les premiers prototypes de cinéma sonorisé. Ce qui est d'autant plus impressionnant de sa part, c'est qu'elle n'avait aucune formation de scientifique ou dans la photographie ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle a commencé en tant que secrétaire de Louis Gaumont. Et puis elle a appris sur le tas, quoi. Ça montre à Léon Gaumont. Léon Gaumont. Et en fait, elle a appris sur le tas, quoi. C'est encore beaucoup plus impressionnant. À l'époque où il fallait tout inventer, c'est ça, ouais. C'était un art balbutiant et j'imagine qu'il ne savait même pas que ça allait devenir potentiellement un art, on était loin d'imaginer ça. Au départ, c'était juste que Gaumont devait vendre des caméras et elle s'est dit les caméras c'est sympa, mais si on met rien à passer sur le projecteur, en fait, ça va servir à rien. Donc autant il fallait alimenter la machine. Mais ouais, non, déjà ça c'est fou et voilà. Et ce qui est très important, c'est de se dire que c'est grâce à toute cette poignée de gens qui ont transformé la captation d'images en un véritable art qui est donc le cinéma. C'est important de se rappeler d'eux, quoi. Et donc c'est assez fou de se dire que cette personne-là, même si c'est dit dans le documentaire, les gens sont pas d'accord, c'est parce que c'est une femme, que cette personne-là a été totalement oubliée pendant très longtemps, pendant 60 ans, où elle a lutté pour que ses films soient reconnus et qu'ils ont été attribués à d'autres personnes, qu'on lui attribuait celui qu'elle aimait le moins. Il y a plein de choses comme ça et ouais, c'est dingue de se dire qu'on aurait pu passer à côté du travail de cette femme et de totalement l'oublier parce qu'on a envie d'attribuer ça aux Lumières, à Méliès et à se dire il y avait rien d'autre à côté, quoi. Et c'est important de se rappeler de tout ça. Ah oui, une figure importante, une figure historique du cinéma, donc c'est bien d'avoir un doc là-dessus. 8 ans de travail pour ce doc quand même, une grosse enquête. Et ce qui nous donne un documentaire, moi je trouve qu'il perd un peu quand même le spectateur parce qu'on veut tellement dire de choses sur cette personne extraordinaire. J'étais un peu perdu. On nous fait un résumé de sa carrière en 5 minutes au début du film. Puis ensuite on part, l'enquête. Et donc ça part dans tous les sens. Faut s'accrocher pour savoir où ça va. Et puis hop, ça revient, ça resuit la carrière aussi un peu. Pour revenir ensuite, c'est dense. Ça part dans tous les sens. On est un peu perdu. Et en même temps, avec une telle carrière et justement quelque chose de si difficile à retracer.
C'est normal parce que c'est un personnage qu'on ne connaît absolument pas, qu'on découvre. Moi, je connaissais même pas son nom, quoi. Vraiment, j'ai tout découvert pendant cette séance. Et je peux comprendre que ce soit un petit peu fourre-tout, qu'on parle à la fois de sa carrière dans le cinéma, à la fois de sa carrière personnelle, puisqu'elle jonglait justement aussi avec sa vie personnelle, etc. Et justement qu'on en apprenne à la fois sur la femme qui travaillait et à la fois sur la femme quoi, dans sa vie personnelle. Mais même si c'est un petit peu brouillon, ça part dans tous les sens, ça n'enlève pas que j'ai pas quitté l'écran des yeux, j'ai été happée à chaque fois, à chaque instant. J'avais soif de la prochaine scène, de la prochaine révélation, du prochain film dont on allait nous parler, de la prochaine technique qu'elle avait mis en place. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais après, je pense qu'il y a aussi le côté, il fallait raconter aussi sa vie après, parce qu'après sa carrière cinématographique, il y a énormément de décennies d'histoire. Et elle n'a pas été cinéaste toute sa vie, elle a fait d'autres choses. Donc du coup, forcément, la recherche fait que qu'est-ce qu'elle est devenue en fait, et pourquoi est-ce que tout à coup elle a décidé d'arrêter de faire des films. Donc on nous explique tout ça. Moi, là où ça m'a vraiment pris, en fait, c'est au début, on voit des témoignages de personnes qui ont posé juste cette question: est-ce que vous connaissez Alice Guy Blaché? Et il y a Peter Bogdanovich. Et Peter Bogdanovich, c'est quelqu'un dont j'estime énormément la vie, et c'est quelqu'un, même si c'est un très bon réal, que j'estime plus comme étant un véritable historien du cinéma qu'un cinéaste, parce que c'est un gars qui a écrit énormément de bouquins. J'en vends plein, venez dans ma galerie. Voilà. Et qui a fait énormément de documentaires. Il a réalisé un documentaire sur Buster Keaton il n'y a pas longtemps qui est passionnant, et c'est un gars, voilà, c'est un énorme érudit. Et de voir ce mec-là, dès le début du film, qui dit je savais même pas qui était cette personne et c'est criminel, je fais putain, si un gars comme Bogdanovich, qui est quand même bien plus renseigné que beaucoup de gens du milieu, ne sait pas qui c'est qu'il y a un gros problème. On a des interviews qu'on voit à peine, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'intervenants que ils apparaissent très peu à l'écran, mais il y a aussi Gina Davis qui devait être en train de faire son boulot par rapport à son documentaire aussi sur les femmes à Hollywood, et qui se sent concernés par le sujet, donc ça m'a fait plaisir de l'avoir. Et je me disais voilà, on sent aussi qu'on est sur un film de genre, qui parle de genre. Voilà. Et c'était important, justement, de rétablir tout ça et de se rendre compte qu'il faut de la justice partout. Il faut parler de tous les acteurs du cinéma, quels qu'ils soient. Et ce qui est super triste, et c'est pour ça aussi qu'on sent qu'il y a une injustice tout au long du film, c'est quand il y a des personnes qui se permettent de dire non mais c'est bon, elle a fait des films, c'était pas non plus des grands films, elle a existé. Mais personne ne faisait des grands films à ces époques-là, même les immenses films qu'on regarde aujourd'hui et qu'on admire, ça reste des petits films de 3-4 minutes qui étaient fantastiques, mais qui étaient fantastiques pour leur époque. Faut tout recontextualiser. Et c'est dingue, le peu d'extraits qu'on voit, même l'extrait qu'on voit juste avant le générique, on voit juste une dame qui avec un espèce de montage cuté écrit avec des colliers de fleurs bonjour sur un écran. Mais attends, tu te dis, mais ça a été fait entre 1900 et 1911. Ils nous ont pas dit quand. C'est monstrueux pour l'époque. Bordel, rendez-vous compte. Non, cette nana a fait des films géniaux, quoi. Et non, c'est vrai. Voilà, tout ce que j'ai à dire. J'ai envie de voir ces 200 films. Oui, en plus, tu parles de genre, mais pas que ça, parce que elle est aussi à l'avant-garde sur énormément de sujets sur la place des femmes. Oui. C'est ça dont je parle quand je te dis de genre. De son genre à elle. Non, mais ce que je veux dire, quand il y a les résultats du féminisme, par exemple. Oui. C'est un film où on inverse les rôles, où les hommes sont à la maison à faire la lessive pendant que les femmes sont dehors. Elle a fait Jackie au royaume des filles avant l'heure, quoi. C'est ça, exactement ça. C'est ça. Ouais, non, elle a fait aussi, alors sur la maltraitance, tu l'as dit, avec des bébés, elle a fait Ouchou, tout ça, d'accord, très bien, beaucoup de comédie, et aussi un des premiers films avec des acteurs noirs. Avec des noirs à l'écran. Alors, surtout qu'il y avait... elle voulait un acteur noir qui est un peu connu, qui était dans la comédie. Mais comme les acteurs blancs ne voulaient pas jouer avec lui, tout le cast était noir. Et le film tient très bien d'ailleurs. C'est une histoire... Pour l'époque, il faut quand même des balls pour ne pas prendre des acteurs blancs et se dire je vais avoir tout un casting noir, quoi. Il faut des balls énormes. Tu vois cette nana, tu sais, en réunion de prod où le monde lui fait des blackface. J'emmerde le blackface, c'est clair. À l'époque, Alice Guy Blaché, plapla. Donc c'est ça, il y a toute une idée, on voit, il y a pas mal d'extraits avec des femmes fortes, des femmes avec des armes, des femmes qui tiennent tête à des hommes sur l'écran. Beaucoup d'avancées, quelqu'un de très avant-gardiste. On a même reculé, j'ai l'impression, entre-temps. On voit même par exemple une référence à Eisenstein, qui avait fait Le cuirassé Potemkin, et
qui dit qu'il s'en est que ça l'a inspiré aussi, quoi. Oui, qu'à 8 ans, 6-8 ans, normalement il n'avait pas le droit de voir ses films, il en a vu un, ça l'a marqué à vie, il ne savait pas qu'il l'avait réalisé, mais c'est un film qui l'a marqué quand même. Ouais. Et il y a un historien spécialisé d'Einstein qui fait, mais attendez, le film que vous me décrivez, c'est celui qui décrit lui-même dans ses mémoires. Eh bien, alors c'est ça. Et du coup, on fait le lien. Elle est assez peu connue parce que finalement, ces films ont été diffusés. Elle n'était même pas créditée dans les films à l'époque. C'était juste comme ça pour faire des films. On ne créditait pas. Il n'y avait pas des droits d'auteur. Il n'y avait pas un syndicat qui disait qu'il faut créditer tout le monde. Il n'y avait pas de générique même, j'imagine, de toute façon. Donc c'est aussi pour ça, là, d'ailleurs, il parle aussi de la première personne qui a écrit un bouquin sur le cinéma. Je ne sais plus comment s'appelait ce monsieur. En 45, je crois que c'est ce qu'ils disent. Le gars qui justement se trompe dans tous les films et qu'elle a rencontré d'ailleurs, mais en même temps le mec il explique clairement qu'il a fait ça avec le peu d'éléments qu'il avait et avec des on-dit. Pour attribuer les films, il a chopé, tiens, il y a ce nom-là qui est attribué, je veux dire que c'est lui qui a réalisé. Voilà. Mais c'est vrai que tu as aussi, il y a même Hitchcock dans ses mémoires qui a dit qu'il s'était inspiré de ça. Et d'où la réflexion, il a peut-être pas vu les bons films, sinon ça lui aurait appris à respecter ses actrices. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais sinon, par contre, elle a formé directement Louis Feuillade, excusez du peu. Voilà, oui, c'est ça. Et Louis Feuillade a toujours revendiqué. Et c'est ça qui est dingue, c'est quand on voit la discussion à la fin en 75 là, avec les deux nanas qui essaient de défendre Luc Lachey là, dans l'auditoire de mecs, et que t'as des gars. Vous vous rendez compte que Louis Feuillade arrête pas de dire que c'est elle qui l'a formé, reconnaissez-le. Non, mais Louis Feuillade, vous savez. Non, mais le mec te le dit, le mec te l'a écrit, le mec l'a dit plein de fois, il a toujours remercié les équipes Lachey dans tout ce qu'il a fait, et vous continuez à l'ignorer. Merde, quoi, les gars. Mais ça revient aussi, justement, le documentaire revient un petit peu sur sa personnalité et son humanisme. Et j'ai l'impression aussi qu'elle est reconnue par ses pairs masculins du fait de justement que c'est pas un requin des gros studios, quoi, comme on pourrait l'imaginer. Même si elle a fini par monter son studio aux États-Unis, Solex. On l'a pas dit en plus, c'est ça. Elle a monté son propre studio en Amérique avant même l'avènement d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Parce que c'était dans le New Jersey à l'époque où ça allait être ça, potentiellement Hollywood, quoi. Et c'était ce gros connard d'Edison avec la Kodak qui a fait un gros monopole sur les pellicules qui a fait que tout le monde s'est barré à Hollywood parce que c'était moins cher. Il y a des gens qui l'aiment pas dans les sciences, il y a des gens qui l'aiment pas dans le cinéma, quoi. Il a foutu la merde partout, ce connard. Money, hein, les enfants. Ça passe avant le reste, c'est l'américain. Kodak s'en sort toujours très bien sur ce point-là d'ailleurs, avec leur bon petit monopole sur la péloche là, qu'ils ont encore aujourd'hui. Au final, ils aiment bien faire pression avec ça. Oui, c'est ce qui les a perdus parce qu'ils ont raté le numérique, Kodak. Ils ont fait faillite quand même. Oui. On est en train de se prendre la pluie. Incroyable, il fait 35 degrés, on se prend 3 gouttes. Orage de chaleur. Un peu, on va se plaindre. Ça va rafraîchir. Be Natural, l'écriteau qu'on voyait en gros sur les studios de la Solax. Oui, parce qu'elle a commencé aussi à mettre en place les process, l'industrialisation, le studio avec les décors et tout. Oui, mais c'est hallucinant quand il montre en fait l'architecture du studio, donc qui a été construit. Donc j'imagine qu'elle a participé à l'élaboration des plans, etc. Et c'est hallucinant, c'est hallucinant d'avant-gardisme, quoi. C'est dingue, quoi. Il y avait des salles réservées pour les costumes, des salles réservées pour les studios, pour les bureaux. Enfin, c'est un vrai studio hollywoodien, quoi, avant l'heure. Allez voir ce film, il est génial, cette femme est géniale, vraiment. Alors, voyez ce film si vous le trouvez, parce qu'il n'est pas dans beaucoup de salles. Il gagnerait à être plus distribué quand même, c'est dingue. La salle où on l'a vu, c'est la seule salle à Paris. Alors, j'ose même pas imaginer comment ça se passe en France. Voilà, quand il est diffusé dans une salle, dans la capitale. Alors, j'ai fait un petit tour sur IMDb pour voir un peu. Il est sorti aux États-Unis, il a fait quelques milliers de dollars. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sorti beaucoup, enfin il a eu une très très petite sortie aux États-Unis. Le documentaire est malheureusement pas un genre qui au cinéma fonctionne beaucoup déjà de base. Donc oui, alors si en plus on lui laisse encore moins de chance, c'est pas gagné. Il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'exister. Voilà, il y a des gens qui vont en parler, quoi. Et nous en avons parlé. Allez, on bascule sur la fin de l'émission avant que la pluie ne nous tombe sur la tronche. C'est tellement pour ça qu'on fait claque. Pour se prendre la pluie sur la tronche ? Non, pour justement parler de ce genre de film que personne verra. Parce qu'il faut justement que les gens y pensent. Oui, franchement, ça m'a tellement mise de bonne humeur. Mais vraiment, quoi, ça m'a...
j'étais là, je me dis, c'est vrai qu'il commence à y avoir quand même une émergence de portraits comme ça de femmes entrepreneurs de la fin du 19e, début 20e, etc., dont on n'entend absolument pas parler et dont certaines ont vraiment contribué à forger en fait les concepts qu'on utilise aujourd'hui, quoi. Et elles sont complètement effacées de l'histoire parce que voilà, j'ai pas envie de faire ma chiante, mais voilà, monopole masculin, quoi. Non, mais c'est un peu vrai aussi, tu vois. Il y a la mainmise qui vient dessus. C'est pas non plus facile parce que tu vois, c'est une réalisatrice, mais elle est tombée enceinte. Elle a eu 2 enfants. Il fallait gérer ça aussi. Enfin, c'est énormément de choses. Il y a un déséquilibre et il faut dire que souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y en a qui en profitent, quoi. J'ai un peu plombé l'ambiance. Non, bah, t'as raison. Bon, mais voilà. Mais je suis contente de l'avoir vu. Ah, ça faisait du bien de revenir dans les salles, de revoir sur grand écran les films. Ça fait du bien. Ne jouis pas, Thomas, pas tout de suite. J'étais très content, en plus, en charmante compagnie. Thierry, il y a ça toujours. Ça vous a fait du bien aussi quand vous... Ouais, vachement. Ça va. Non mais toi tu... Je veux juste contrebalancer, bah oui évidemment que ça fait du bien. Non mais t'étais sur Netflix tout le temps, c'est bon, on a vu. Ouais, j'ai regardé... Non, sur Amazon Prime, j'ai regardé Bloodshot en boucle. C'est pour apprendre la chorégraphie. Et t'alternes avec 365 jours. Ouais, je suis expert maintenant. Je sais séduire. Bon. Explose des têtes avec des jeux de néon. Ah. Bon, plutôt que de dire des horreurs, on va faire quelques recos pour finir la semaine en douceur. Est-ce que vous avez d'autres recos, d'autres choses vues ou appréciées ou à conseiller dans ces sorties en salle récentes ? Non. Comme ça, c'est réglé. Pour une fois que j'en ai pas. Bah, moi j'en ai une du coup. Ah. C'est grâce à Thierry. Non, voilà, moi j'ai filé Merco, il y a ça, vas-y, mate ça. C'est trop bien, je suis content. J'en ai maté qu'un. C'est les aventures du baron de Munchausen. C'est trop bien. C'était un petit peu l'espoir de Thierry que je change d'avis, enfin que je me trouve une alternative à Princess Bride. Alors, juste sur l'épisode des doudous, là, on vous mettra le lien en description, blablabla, tout ça. Cliquez, abonnez-vous, la cloche, tout ça. Maintenant que tu fais du bruit pendant que je parle, mais Thierry, le pourrisseur d'enregistrement, quoi. À distance, il tapait sur sa table maintenant. Alex. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Il a bon dos, Alex. Sachez que sur l'épisode des doudous, c'est Princess Bride qui a récolté le plus de réactions du public quand même sur les réseaux. Et donc pour ceux qui aiment énormément ce film, il y a ça, une recommandation d'un film un peu, beaucoup, vraiment meilleur. Non, j'allais pas dire meilleur, mais je le recommande quand même. Un vrai cinéaste. Je reste quand même sur Princess Bride parce que voilà, c'est mon film doudou, hein, donc voilà. J'ai pas d'autres arguments que un. Donc Baron Munchausen en quelques mots. En quelques mots, c'est une troupe de théâtre qui raconte les aventures du baron de Munchausen. Le baron de Munchausen se pointe et il va vivre ses propres aventures. Donc c'est très space, et littéralement parce qu'il y a un moment où on finit sur la lune et puis à un moment il doit repousser l'armée des Turcs. Et il y arrive avec 4 compères et une petite fille. C'est juste extrêmement perché. Mais c'est tellement drôle à suivre. C'est tellement drôle à suivre. Oui, voilà. C'est un petit peu comme Princess Bride, faut aimer le délire. Hein. Je veux dire, c'est pas à la portée de tous, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Mais bon, c'est un univers fantastique, baroque, complètement décalé. Et franchement, c'est 2 heures qui passent extrêmement vite. J'ai pas vu le temps passer, je me suis régalée. Donc voilà, si vous avez aimé Princess Bride, je pense que vous allez aimer aussi les aventures du baron de Munchausen. Parfait, très bien. Moi, je crois que je vais recycler des recos, moi.
Tant qu'on y est, hein. Tant qu'on y est. Non, mais parce qu'Alice Guy Blaché, ça m'a fait penser à la série Hollywood sur Netflix. Bon, qui est... Techniquement, elle n'est pas terrible. Faut dire ce qui est. Non, mais les acteurs jouent très bien les mauvais acteurs. Mais c'est Ryan Murphy. J'aime tellement ce que fait Ryan Murphy que j'ai envie d'y croire. Je l'ai pas encore vu, hein, mais. Non, mais il joue des mauvais acteurs. Il y a un acteur qui joue un jeune premier qui joue un mauvais acteur. Il joue très très mal le mauvais acteur. Le problème, c'est que on dit putain, il fait super bien le mauvais acteur. Ah non, là, il faisait pas. Pardon. Il faisait juste l'acteur. Voilà. Mais il est bien sur l'énergie que ça pousse. Ça fait penser un peu à cette énergie avant-gardiste. Et si on faisait des films avec des femmes, avec des noirs, avec tout ce que vous voulez. Donc il y a cet avant-gardisme, ce positif, quoi. Cette énergie positive qu'on a vue dans Be Natural, dans le document, on le retrouve ici. Donc pour cette énergie positive, ça se fait. Si ouais, finalement tu parlais de Rocco, et c'est vrai que j'ai à peine d'y penser. J'ai terminé BoJack Horseman. Et tu l'as vu aussi? Non, tu l'as pas vu? Putain, il faut qu'on en parle. Hein. Faut que vous matiez ça, mais vite quoi. Ah, on n'en parle jamais assez. Mater cette série, elle est importante. Et je crois, alors je sais plus, mais je crois qu'on en a parlé dans les hauts shows. Mon nom est Clitoris. Le doc, donc qu'on a vu. On a vu en Cine Experience. C'est ça, qui est en Cine Experience, qui est sorti là en fait, qui est en ce moment dans les salles. Voilà. Vous allez apprendre 2-3 trucs. Non, c'est très sympa, c'est très intimiste. C'est vachement bien, il est très bien ce docu. Voilà. Et alors par contre, c'est très audio, comme c'est beaucoup de confessions, c'est vrai que ça aurait gagné à être en podcast aussi. Ça n'aurait pas eu la même visibilité évidemment, mais voilà, à voir. C'était Certain la Macho. Déconfiné Edition. Merci Yassa. Merci Thomas. Merci Thierry. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission en extérieur avec d'autres nouveaux films déconfinés. Avec du jazz en fond sonore, ça serait bien aussi la prochaine fois. Alors je sais pas, ça dépend à quelle heure on tombe. Voilà. On est à la sortie de la Filmothèque. C'est ça, on est à la sortie de la Sorbonne. Quartier latin quoi. Le quartier latin, ouais. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahac-podcast, CLAAC podcast. Commentez. Dites-nous, est-ce que vous êtes allé voir des films? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez apprécié Rocco? Est-ce que vous avez d'autres recos à nous faire? Est-ce que vous avez apprécié les films dont on a parlé ou pas? Et quels sont les prochains films de l'été que vous attendez avec impatience? Fast 9 ne compte pas, on n'en parlera pas cet été, il sort l'an prochain. Kaamelott. En automne. Je suis tellement dégoûtée qu'il... À la fin de l'année. Ah putain, je suis tellement dégoûtée qu'il ait été reporté, ça me saoule. Ah. Thierry s'en fout. Ah, j'aurais pas vu la série d'ici là, donc vous irez sans moi. Ah, je te jure que je vais te traîner, putain. Non mais, de toute façon, Astier a dit que même ceux qui n'avaient pas vu la série pourraient comprendre le film, donc normalement, c'est pour toi aussi, quoi. Tu vois, à cause de ça, c'est peut-être le seul moment où j'ai envie de mettre un extrait de la voix d'Elysée Moon pour dire crève hérétique, tu vois. Oui, enfin, j'ai vu les 3 du Cobu, hein. Donc excuse-moi, Elysée Moon, il me traite pas d'hérétique, il est content, je lui ai apporté du fric, hein, comme très peu de personnes en France. Aïe. Et t'es fier de toi. de dire dans la même conversation que ouais, j'ai vu les 3 du Cobu et que je m'en fous de Kaamelott, c'est clair que c'est pas terrible, ça me donne une belle image là. Voilà. Choisissez votre camp. Bref, pour retrouver cet épisode ainsi que les précédents et les suivants, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, Twitter, Facebook, non, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Et tant d'autres, Spotify, Deezer, tout ça. À la semaine prochaine. Bisous. Bonne reprise, c'est trop bien. Bon, j'ai rien d'autre à dire, je suis contente. Enculasse. Va te faire... Non mais
Sérieux quoi. C'est dégueulasse. Moi, tu vas me rappeler le générique. Le générique, ça va être Kassa qui rigole en rythme. On va faire un mix du générique, on va changer l'instru par derrière de Yassa. Running gag Comme ça, quoi. En rythme. Oh, mais quel salaud. Ah, c'est pas... Ah putain, déjà qu'il fait chaud, s'il te plaît. M'en rajoute pas. La 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 la. Ah merde, ça enregistre. On est dehors. Il y a du vin, il y a des oiseaux, il y a des bagnoles. Et il y a Thierry qui fait des blagues. Des blagounettes. Des blagounettes. Et là il boude, ça y est, tu l'as vexé. Oui, je l'ai vexé. C'est très très inconfortable de s'asseoir sur ce truc. Hein. Je veux dire, Ah oui, c'est sûr que si tu t'assois sur une bite dans la rue... il se sent plus, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Ce machin en béton, ça s'appelle une bite. Hein. Non, alors ça s'appelle pas une bite. Une bite d'amarrage, il n'y a qu'un seul modèle et ça ressemble pas à ça. On se plaint de... On sait pas où va nos impôts. Paris met à disposition des plugs gratos, quoi. Oui, alors parce qu'en plus, bon, ce sont des bites en béton avec une espèce d'œuf en métal dessus qui ressemble à un plug. Tu me diras quand tu voudras enregistrer l'émission. Écoute, bref. Si on peut plus parler architecture urbaine, moi je sais pas quoi. Ah, on a des petits chiens et tout. Alors on n'ira pas. Alors, c'est pour adoucir un petit peu. Alors il y a nous les chiens aussi qui sortent cette semaine. Alors on en a déjà parlé pendant le festival du film coréen. Mais je l'ai vu tout seul, du coup on n'a pas parlé tant que ça. Donc peut-être que si un de vous deux le voit dans la semaine, on peut en reparler. Mais ça, après, ouais. Bon. Je pense que ça plairait plus à Yassa qu'à moi, je pense. Il y a une blague de caca en fait, c'est pour ça. Non, je te rejoins. Le rire parle. C'est à ça en fait, c'est bon, c'est... Non, tu les samples à chaque fois, là on a moyen d'en avoir en brut, hein, vas-y. Ah oui. Non mais disons que... Il faudra mettre un bruit cliché à chaque fois qu'on arrive à ressentir le cliché de chacun. Cliché. Bing. Chaque fois qu'on me compare à un des acteurs présents, paf, t'as un bruit du cliché. Chaque fois que t'arrives pas à prononcer un mot anglais ou le nom d'un truc et que tu galères à redire le truc plusieurs fois, paf, un bruit cliché, on va faire ça. Ça m'a quand même happé un petit moment. En plus, t'as la porte qui s'ouvre doucement avec le mec, c'est moi. Ça m'avait manqué ça. Quand il s'agit plus de fermer sa fenêtre pour pas avoir les bruits extérieurs. Ah, combo là. Il y a deux bagnoles, en plus ça se gêne. Donc je ne sais plus ce que tu disais par contre. Moi non plus. Oui, parce qu'il est à contresens il s'aperçoit. Ça faisait longtemps. Et on va tout de suite au Lincoln, cette fois-ci sur les Champs-Élysées, avant de revenir dans le quartier latin. C'est l'épisode Jodassin, qu'est-ce qui se passe? Tu veux chanter du Jodassin encore? On a déjà fait tout à l'heure, c'est bon, ça suffit. Enfin, on en fera déjà tout à l'heure. Je me baladais sur l'avenue. Le cœur ouvert à l'inconnu. Non, mais il a fait bien mieux que ça. Hein. Ouais, mais comment on va sur les Champs-Élysées en fait? Ouais, mais après on va aller siffler sur la colline aussi tant qu'on est quoi. Bon, j'ai rien d'autre à dire, je suis contente.